un habitant. Ah, bah. J'ai passé sur les 18 dernières années, la moitié du temps, ça j'ai pu. Je ne suis pas résident, c'est vrai. Alors, je ne donnerai pas ce titre-là. Je suis Mais pas bon, vous mais... connaissez bien la presqu'île. Oui. Très bien, bah, écoutez, Abigail m'a sollicité afin de faire une petite présentation du dossier Trait de Côte. C'est un dossier dont on entend parler souvent, qui a été soumis à des réunions de conseil municipal et à des votes depuis 2 ans maintenant. Donc, le trait de côte, qu'est-ce que c'est? La définition qui apparemment est simple, c'est la limite entre la terre et la mer. Ça paraît simple, mais à Saint-Jacques-Plus, ça n'est pas si simple que ça. Je pense que dans pas mal de régions, c'est pas si simple que ça. Voilà. Alors, le trait de côte, je crois qu'on en parle depuis très longtemps. Ça remonte au début des années 2000. Mais là, on en parle plus sérieusement depuis que la loi dite, en résumé, un climat résilience qui a été voté le 22 août 2021. Là, ça fait un petit peu bouger les choses, et en particulier pour Saint-Jacques, avec son volet, le volet littoral, avec justement la notion de trait de côte. C'est tout à fait. On ne pourrait pas allumer un petit peu parce que. Allumer les lumières. Oui, parce que on est dans la pénombre et puis ça fait une drôle Ça d'impression. gêne, d'accord. On peut fermer un. Les visages noirs en face, quoi. Quel est ce point? Les deux. Ça me fait drôle. Je vais attendre que la lumière. C'est comme ma mère qui me dit attends, je remets mes lunettes, j'entends pas. Tu veux bien. C'est pas pour moquer, mais ça m'y fait penser. Ça aide à entendre, effectivement, malgré tout. Parce que c'est plus facile de se concentrer sur des gens qu'on voit que sur des silhouettes. Oui, c'est vrai. Ça y est. Et la lumière fut. Ça change de monde. Ça te va Je crois que c'est bon, Cyril. Oui, c'est bon. Excuse-moi pour cette Non, interruption. et puis, j'ai pas une voix qui porte beaucoup. Alors, si vous entendez mal, vous me dites, j'essaie de pousser un peu. Voilà, alors dans le texte de cette loi, on peut lire, enfin, il y a des choses que moi j'avais relevées. Il ne s'agit plus de lutter contre l'influence de la mer sur la position du trait de côte, mais de vivre avec elle. Renoncer à lui opposer systématiquement des ouvrages de défense contre la mer, accepter la mobilité naturelle du trait de côte. Et pour ce qui est de ce volet gestion intégrée du trait de côte, nous en sommes maintenant au 3e décret. Donc ça bouge petit à petit. Donc là, je ne suis pas conférencière, donc vous ne m'en voudrez pas si ce n'est pas toujours très clair. Donc cette loi a été votée en août 2021. Le 19 novembre, il y a eu un courrier du ministère de la Transition écologique au préfet, leur demandant de consulter les conseils municipaux des communes considérées par l'État comme devant intégrer la liste du décret, liste appelée liste socle. Donc là, les services de l'État estimaient le ministère estimait que certaines communes étaient entre guillemets en danger et qu'elles devaient rejoindre cette liste de surveillance. Donc Saint-Jacques y figurait, bien entendu, et ainsi que Saint-Quint. Donc je ne prends pas tout le monde de la région, mais Lancieux devait y figurer également. Voilà, nous avions donc le choix entre accepter de figurer dans cette inscription ou d'en demander le retrait. Un mois plus tard, enfin à peine un mois plus tard, le 6 décembre en 2021, nous avons reçu en mairie donc un courrier de la préfecture, nous faisant part de celui du ministère, donc de novembre 2021, et nous demandant de rendre l'avis du conseil municipal avant le 14 janvier 2022. À l'époque, Gérard, tu es au conseil municipal, on a tous estimé, en plus ça tombait vraiment en période de fête, avec les vacances de Noël, etc. Le délai était quand même assez court pour se pencher sur un sujet que personne ne maîtrisait en fait. Cette date avait été repoussée au 14 février 2022. En février 2022, donc le sujet est passé au conseil municipal.
nous avons une délibération avec une décision de demander le retrait de cette liste socle. Alors 5 voix étaient pour, 2 voix étaient contre. Ensuite, on a envoyé un avis motivé à la préfecture, à monsieur le préfet. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le lise. Alors, je ne voulais pas vous assommer de documents non plus. Mademoiselle, vous pouvez poser sur la table. Merci pour le un petit historique de l'enchaînement des premières réunions, de la première délibération. Et là, je vais donc lire l'avis motivé de la commune. Parce qu'il fallait, non seulement il fallait délibérer, voter, mais argumenter le pourquoi du vote. Les hypothèses extrêmement simplificatrices et la méthode utilisée par le CEREMA. Alors, le CEREMA, en fait, est un organisme public qui dépend directement et conjointement du ministère de l'écologie et du ministère de la transition énergétique, je crois. Pas de bêtises. Enfin, ça dépend directement de 2 ministères. Donc c'est aussi un organisme d'État quelque part. Donc utilisé par le CEREMA au niveau national pour élaborer les scénarios à retenir. Et ils ont choisi de retenir 2B et 2C avec un effacement des ouvrages de protection. Et apparemment, cet effacement est totalement inadapté aux particularités de Saint-Jacques, puisque Saint-Jacques, vous le savez tous, on a 2 digues de protection, la digue aux Moines et la digue de la Banche. La cartographie du risque de submersion marine élaborée dans le cadre du PLUI est plus efficace, à mon sens, pour appréhender à minima la protection apportée par les digues. La zone actuellement protégée cumule un bâti dense et historique de centre-bourg, des infrastructures routières dont le seul accès à la presqu'île, des réseaux, dont l'assainissement avec les risques de pollution y afférents, la zone artisanale, le camping, voilà, et la station d'épuration. Tout ça c'est protégé par nos digues. Le seul scénario envisageable pour Saint-Jacques, toujours à mon sens, est donc l'entretien et le renforcement des ouvrages de protection, sans recul du trait de côte au droit des digues ni à leurs extrémités. Saint-Jacques a d'ailleurs déjà renforcé en 2017 la digue de la Banche, qui relève de sa compétence. En ce qui concerne la digue aux Moines, nous sommes dans l'attente des résultats d'une étude diligentée par Dinan Aglo dans le cadre de sa compétence GEMAPI. Ces problématiques liées aux digues sont donc déjà largement prises en compte par la commune et par Dinan Aglo. Je situe bien, ce sont des digues, ce ne sont pas des digues à prévoir, ce sont des digues existantes depuis longtemps, en particulier la digue aux Moines. Je ne veux pas dire bêtise, mais je crois qu'elle est du XVe siècle, l'ancienne digue. Elle a été faite au XVe siècle, à la main, et pas d'engin. Pour le reste de son territoire, la commune est très peu concernée par les enjeux d'atteinte au bâti qui seraient générés par un recul du trait de côte, que ce soit dans les zones dunaires ou en bord de falaise. Le bâti à Saint-Jacques est quand même assez en recul, il n'y a rien vraiment directement sur les falaises, au pied des falaises. En conclusion, l'hypothèse d'un maintien des digues étant la seule pouvant être envisagée à Saint-Jacques, le foncier bâti sera très peu affecté et le nombre de logements exposés sera très inférieur au seuil de 15 logements ou 100 logements retenus pour la priorisation des communes. Par ailleurs, la commune de Saint-Jacques souligne le préjudice généré pour la commune et les propriétaires fonciers par la publication sur Géoportail d'une cartographie donnant pour notre commune des résultats tout à fait erronés. Puisqu'il tenait compte effectivement d'un recul de 8 mètres en tenant compte d'un effacement de la digue de la Banche, un recul de 8 mètres, la presqu'île n'est plus une presqu'île, elle est un île, le niveau bas étant derrière la Banche. Comme le précise d'ailleurs le CEREMA, cette cartographie ne permet que de donner un ordre de grandeur de l'impact sur le bâti à l'échelle nationale, même si elle paraît précise à l'échelle locale. Cette cartographie aurait dû rester un document de travail non diffusé au public, qu'elle ne peut qu'induire en erreur. Et donc en résumé, la cartographie, selon les hypothèses retenues par le CEREMA,
donne des résultats particulièrement erronés pour Saint-Jacques au niveau local. L'impact d'un effacement des digues serait beaucoup plus vaste qu'un simple recul du trait de côte, et cet effacement n'est donc pas envisageable. Dans l'hypothèse d'un entretien et d'un renforcement des digues, le recul du trait de côte serait quasi inexistant à Saint-Jacques dans le secteur bâti. Les critères de priorisation pour l'inscription sur la liste ne sont donc pas remplis. Saint-Jacques demande donc son retrait de la liste des communes concernées par le recul du trait de côte. Donc ça, c'était l'avis motivé. Donc on n'a pas eu spécialement de retour du commentaire sur cet avis motivé. Ensuite, donc ça, cet avis, ça portait sur la délibération que nous avions eue en février 2022. Je suppose que le résultat de la délibération ne nous convenait pas, ne nous plaisait pas, parce qu'en 2023, on nous a à nouveau demandé de refaire une délibération, donc de revoter, de voter à nouveau. Donc, après un débat au conseil municipal, un peu corsé, Gérard, entre nous deux, nous avons donc voté toujours la confirmation du retrait de cette liste à 10 voix pour, 2 voix contre, une abstention. Je crois que c'est à partir de là que toi tu as démissionné. Voilà. Donc les choses suivent leur cours tout doucement, je suppose, ensuite. Ah oui, j'avais simplement noté aussi que l'Association des maires de France et l'ANEL, donc ça c'est l'Association nationale des élus du littoral, je ne me trompe pas, avait saisi le Conseil d'État. Pour eux, il y avait un manque de concertation donc avec les territoires. Et le sujet essentiel était surtout en cas de préemption sur l'immobilier, donc le financement de ces préemptions, ce n'était pas expliqué. Les relocalisations des propriétaires n'étaient pas. Tout ça restait vraiment très flou, très vague. Et donc, eux, ont saisi le Conseil d'État à ces sujets-là. Et il n'y a toujours pas de résultat, ça fait... Non, j'ai cherché encore aujourd'hui. Si je me permets, je ne pense pas qu'il n'y aura jamais de résultat du Conseil d'État sur quelque chose qui est à venir. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de demain matin. On parle de quelque chose qui peut s'étendre à 30, 50 et voire plus. Parce que ce que tu évoquais sur les visions catastrophiques du CEREDA, c'est quand même des visions à longue échelle, quoi. Et donc, effectivement, Saint-Jacques, enfin, tout du moins, le cœur redevient une île, et tout ce qui est entre deux, le Bior, par exemple, disparaît complètement. Mais ça, ce sont des projections, c'est pas du travail réaliste, quoi. Non, ce sont des projections. Donc, qui dit projection, dit... Et c'est une fois de plus, c'est pas du travail prévu. Si tu peux me permettre, puisque tu évoquais le différent qui a pu se passer, qui fait que moi je suis parti de côté, c'est tout simplement parce que un des intérêts de cette loi, c'est de proposer, excusez-moi, j'ai la voix complètement cassée, c'est de proposer aux mairies de pouvoir travailler effectivement sur des projections. Et au-delà de travailler sur des projections, c'est aussi voir quel type de concertation peut être nécessaire selon les endroits pour évoluer. Comme tu le disais, si un jour ça devait arriver, il y aura obligatoirement des relogements, entre guillemets, relogements, des relocalisations à imaginer. Or, on a une ville qui s'étend sur 2,9 km². Donc c'est très limité en espace. Voilà pour moi, en tout cas, un des arguments que j'avais pour dire qu'il n'était pas trop tard. Et ce n'était pas prendre des décisions aujourd'hui pour dans 100 ans, mais c'était penser qu'il fallait accepter de se mettre autour d'une table pour préparer quelque chose d'un avenir dont on ne sait rien aujourd'hui. Donc ça ne voulait pas dire qu'on allait prendre des décisions, mais au contraire, se mettre dans la tête de qu'est-ce qu'on va devenir avec nos 2 kg, enfin nos 3 kg. Si effectivement, si je reprends les chiffres qui ont été cités en inondation possible sur la commune, il y a à peu près, je crois, 80 habitations. Vous avez dû cibler sur 80 habitations. Bon, je ne veux pas savoir qui ou quand, comment, alors, mais... Je sais, un effacement d'Adigo Moine, je crois qu'il parle de 830 personnes. Oui. Alors, ça, c'est autre chose, l'histoire de l'effacement. Mais la projection que la mairie fait par rapport à une inondation potentielle, c'est effectivement aux alentours de 80 logements. Et puis donc un certain nombre de personnes. Les 80 logements, on voit tout de suite
ce que ça représente. Alors, une inondation, on sait ce que c'est en ce moment. Ça fait des mois, on le voit tous. Je peux être inondé 4, 5, 6, 10 fois, je vais rester dans ma maison. Mais bon, à bout de terme, ça veut dire qu'il faudra prendre des décisions pour un certain nombre d'habitations, quoi. Puis après, sur la question de l'effacement, j'ai pas souvenir, mais je me trompe peut-être, hein, j'ai pas souvenir que l'effacement qui était préconisé en règle générale était pour nous, j'ai pas fait le lien entre l'effacement des structures existantes. Ça voulait dire qu'on ne touchait pas aux structures existantes, mais on n'effaçait pas forcément. Par contre, je voudrais citer l'exemple que tout le monde a eu à connaître. Vous sortez de Saint-Jacques pour aller à Ploubalay, vous avez une immense plaine qui était vouée justement au excusez-moi, la mer devait revenir. Or, en fait, le département, pour protéger la route, a refait une digue dont on ne connaît pas le prix. Peut-être que toi, tu as la chance de connaître. On ne connaît pas le prix de cet investissement. Et là, le département ne s'est pas gêné pour faire, au-delà de la loi, de reconstruire une digue qui n'existait pas, quoi. Et qui fait quand même quelque chose comme 600 à 700 mètres, facile. Donc c'est pas rien, quoi. Excusez-moi. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens parlaient de cette digue. On a vu un trou, on a vu une machine. Alors, certains disaient la machine est là pour réparer le trou, et d'autres disaient non, il n'y avait pas de trou, c'est la machine qui l'a creusé en voulant faire je ne sais quoi, puis la mer est montée, et puis elle a élargi le trou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Je ne sais pas. Moi, je crois que j'ai eu un début d'explication, c'est qu'en fait, au départ, comme la digue a été abîmée de façon répétée, ils ont décidé de laisser la nature faire. Et puis, en fait, assez rapidement, ils se sont rendus compte que ça allait attaquer la route. Et donc, ils ont décidé finalement de ne pas laisser la mer investir. Parce que c'est le Conservatoire du littoral qui est propriétaire d'une grande partie des terres. Donc, le choix, effectivement, puisque cette loi climat et résilience a pour objectif de plus se battre contre la mer, mais c'est de laisser faire la mer, parce qu'on s'aperçoit qu'avec le niveau qui va remonter, le risque c'est qu'on ne va pas avoir les moyens financiers au niveau national de gérer tout ce problème-là. Donc là, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, la digue s'est un peu affaissée, ça a été beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient, et ils se sont aperçus que ça allait jusqu'à la route, la départementale, que la départementale a été faite sur des remblais, et qu'elle n'a pas de fondation, elle n'a pas de structure solide, ils se sont dit, elle va dégager. Donc en catastrophe, comme ils ont refait la digue. C'est quand même une voie importante. Saint-Malo et Saint-Brieuc. S'il fallait laisser faire la mer, il fallait aller jusqu'au bout du raisonnement. Hein, parce que personne ne sait le montant de la construction de cette digue de 600 mètres. Ils se sont complètement plantés. Ils ont fait une pub terrible au niveau local. Je suis allé à des présentations du projet avec la maison qu'ils ont achetée, l'espèce de baleine qu'ils ont construit en bois. Mais alors, ils passent complètement sous silence la somme qui a dû être sortie. Alors, il y a aussi des problèmes de pur entretien, parce qu'il y a eu une fois le clapet en tire-tour qui bloque la mer au niveau du château de Beausset, n'a pas fonctionné, et la campagne derrière a été inondée. Je dirais, donc il faut quand même, avant de se lancer dans des grands discours, peser le pour et le contre. Quelle est l'implication, je ne comprends pas bien, de la problématique du trait de côte par rapport à l'État, par rapport aux habitations, de reculer le trait de côte, ça implique quoi? Alors là, le scénario qui était retenu par le CEREMA, il y avait plusieurs scénarios, et justement le scénario qui a été retenu, mais de façon nationale, donc que ce soit en Vendée, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit en Bretagne, Normandie, c'était de voir l'effacement, de ne plus lutter contre la mer et aller dans le sens de l'effacement des ouvrages, de laisser la mer reprendre ses droits. Alors, bon, moi je veux bien l'entendre en Vendée, quand on a construit des super hôtels au ras des plages, sur les dunes, etc. Mais à Saint-Jacques, où on a des digues, moi, ce scénario-là n'est pas adapté à notre territoire. Mais c'est ça qui m'étonne. Excuse-moi, ce qui m'étonne, c'est quand est-ce que tu as vu qu'il était question de toucher à cette digue, notamment la digue. Parce que de l'autre côté, de toute façon, ils auraient l'air chouette de toucher à quelque chose qui fait
tout le bord de Oui. la rue. Qui est long. Hein. Enfin, je veux dire, ça n'aurait vraiment aucun sens. Quoi. Écoute, je sais pas, je peux te passer le document éventuellement. Non, mais c'est parce que j'ai plus mémoire. Ouais. De ça. À l'époque, c'était une des pièces jointes au courrier de la préfecture, hein, et bon, c'est un extrait de la loi, hein, je peux vous le relire. Il ne s'agit plus de lutter contre. Non, je suis d'accord avec toi. Oui. Sur la loi, oui, ça, je ne remets pas ça en cause, je l'ai lu, ça. Non, c'est sur la désignation de l'édifice de la digue aux moines en tant que tel, pour dire on a. Parce que le problème entre dire on ne lutte pas, mais surtout ça veut dire on ne fait plus rien pour faire des barrières encore plus importantes. Mais ça ne voulait pas dire qu'on abat sciemment toutes les digues existantes. Voilà, alors là, il n'est pas, enfin, d'après le texte, il n'est pas question. On veut bien que tu nous le lises quand même. Enfin, moi, je ne sais pas les autres, mais moi, la loi, je veux bien que tu nous lises. Bon, une partie, en tout cas. Hein. Le petit encart que j'avais sélectionné est assez bref. Il ne s'agit plus de lutter contre l'influence de la mer sur la position du trait de côte, mais de vivre avec elle. Accepter la mobilité naturelle du trait de côte, renoncer à lui opposer systématiquement des ouvrages de défense contre la mer destinés à le fixer. Donc là, on ne dit pas de nouveaux ouvrages ou d'anciens ouvrages. La distinction est générale. Mais ce que je comprends, ça implique quoi? C'est-à-dire que si on dit, ok, nous on se retire de ça, ça veut dire que c'est la mairie qui va prendre en charge. Non. C'est ça que je ne comprends pas. C'est quoi l'implication par Alors rapport... l'implication pour nous, alors si tu veux, sur les deux digues, il y a la digue aux moines. Elle est de la compétence maintenant depuis quelques années de Dinan Agglomération. Donc les gros travaux, alors une étude, là je vous l'avais lu, une étude avait été en cours au moment où on avait voté, cette étude elle a été faite. Malgré tout, à chaque fois il y a des études, il y a une préconisation sur le long terme de la surélevée. Là, le choix de Dinan Agglo, pour l'instant, n'est pas de la surélevée, parce qu'imagine, la digue aux moines, la surélevée, d'abord, comment on y accède, comment on fait passer des camions, le nombre de camions qu'il faut pour surélever ce genre de digue, parce qu'il n'y a pas que le parement de la digue qu'il faut surélever, il y a tout l'arrière et elle fait jusqu'à 2 mètres de large. Donc là, donc le côté bâtard de cette digue, c'est que donc, les gros travaux sont à la charge de Dinan Agglo, mais l'entretien, définir l'entretien courant, Jean-Luc, tu pourras peut-être une idée, relève de la commune. Alors là, je réinsiste sur l'importance de l'entretien de cette digue, l'entretien courant, le couchage des trous, les ragondins, la lutte contre les ragondins, empêcher la végétation de pousser pour qu'il n'y ait pas de système racinaire à aller pousser sur ce qu'on appelle le perret, donc c'est vraiment la partie empirée béton qui est devant la digue, qui elle, alors je ne sais pas, elle date de quand, des années 60, des années 40 peut-être, pas extrêmement épais. Apparemment, c'est ferraillé quand même. Mais bon, il y a des endroits où il est ferraillé. Mais il bouge énormément malgré tout. Dinan Agglo a quand même prévu la consultation des entreprises et vient de démarrer. Ils ont prévu une enveloppe de 100 000 € et normalement des travaux doivent être effectués pour la fin de l'année au niveau de la station d'épuration, dans le virage entre derrière la station et qui va vers la Calbatard. Bon. Donc ça, le problème aussi, c'est que dans cette loi, il est prévu de maintenir des ouvrages type la digue aux moines. À partir, il y a des strates en fonction du nombre d'habitants qu'il y a derrière. Et nous, on a une population faible par rapport à des endroits où il peut y avoir beaucoup plus de monde. Et l'État mettra plus de moyens là où il y a du monde que des collectivités comme la nôtre où il n'y a pas trop de monde. Ce qui est impacté, c'est surtout la zone artisanale, la station d'épuration. Ça remonte jusqu'à l'arrière de la maison de la SNCF, un peu les maisons qui sont sur la route de la Manchette. Quoi. Donc, c'est compliqué. La difficulté que l'on a rencontrée, c'est pour ça qu'on a freiné un peu les cas de fer, mais pas que Saint-Jacques, toutes les collectivités de Dinan Agglo, sauf à la dernière réunion, c'est Pleudia, je crois, qui a décidé, pour pouvoir bénéficier, et là c'est là-dessus que Gérard il a raison, c'est que à partir du moment où une commune de l'Agglo a pris la décision de rentrer dans les communes qui sont listées, ça va nous permettre d'avoir des financements pour faire les études plus fines sur la réalité du trait de côte qui va reculer. Et si on est parti... mais la difficulté, c'est que si on s'aperçoit qu'il y a des retraits, qu'il y a des maisons,
va falloir, et ça va être aux communes de relocaliser les habitations. Vous imaginez bien que le budget de la commune, on n'a pas les moyens de relocaliser. Alors ça veut dire qu'actuellement, vous avez une maison qui est en bordure de mer, qui vaut 1,5 million, 2 millions, etc. On va dire aux propriétaires, ben, je suis désolé, mais votre baraque, elle vaut que chi maintenant, et on va vous remettre à l'intérieur des terres, etc. Mais il y a un risque de contentieux avec les riverains et tout, mais qui est énorme. Voilà, et c'est là-dessus que l'ANEL et l'AMF ont fait des recours, justement, parce que toutes ces histoires de financement, ça doit toujours être voté dans le cadre de la loi de finances. Déjà l'année dernière, cette année, on ne sait pas ce qui va se passer dans notre gouvernement. Mais bon, compte tenu de l'état du pays, je crois que là, on l'a tous entendu sur tous les tons, on l'a vu dans toutes les journées, on est au bord de la vie. Oui, on est presque en défaut. Ce qu'il faut, parce que moi je voulais garder l'esprit, c'est qu'effectivement aujourd'hui on a du temps. Mais le jour où on va être dépassé par le temps, même si on n'a pas les réponses, on aura les réponses puisque l'étude va être engagée. Oui, mais de la part de l'État, tu n'auras pas des réponses pour te dire non, les propriétaires vont être indemnisés à temps. Déjà en ce moment c'est difficile dans le cadre des inondations et tout ça. Donc de toute façon, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Par contre, quoi qu'il en soit, à terme, le prix de tout ça va disparaître pour les gens qui, d'une manière, même si c'est dur en temps. C'est vrai que là, c'est pour ça que justement, il y a des choses... Moi, se préparer, ça ne me semblait pas inutile, mais bon. Il y a des choses qui m'interpellent un petit peu. Je me dis, dans ce cas-là, pour ne pas payer 1 million d'euros pour une maison, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la met dans un zonage au PLUI, par exemple, où risque trait de côte, effacement de trait de côte, maison à démolir. Est-ce qu'elles sont vraiment démolies, ces maisons? Comme ça a pu se faire où il y a eu des procédures engagées. Est-ce qu'elles vont être déclassées? Forcément, elles vaudront moins cher. Mais qui les rachètera? Les communes? Je ne sais pas, des gros groupes financiers qui ne détruiront pas, vont relouer avec... Alors j'ai vu, maintenant on entend parler d'un bail. Est-ce que je l'ai noté? Et les gens ont des baux de 70 ans, ou 80, un certain nombre d'années. Limité dans le temps. Limité dans le temps. Limiter les droits. Mais à la limite, ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais c'est des logiques auxquelles il va falloir s'attendre, puisqu'on ne peut pas réinventer autre chose que la diminution de la flotte qui va nous envahir. Donc il faut essayer d'aller, me semble-t-il, de l'avant là-dessus. Tu disais une chose qui était, me semble-t-il, intéressante. Tu parlais du PLUH. Il y a aussi le SCOT. On est en pleine révision. Discuté en ce moment. Je me demandais, mais une fois de plus, j'ai pas la science infuse, je me demandais si pour autant, lorsqu'une commune pouvait se faire identifier avec des problèmes, est-ce que ça ne pouvait pas être intéressant de discuter dès aujourd'hui de la valeur, excuse-moi, je dis des bêtises, pas de la valeur, mais de la catégorisation d'un certain nombre de terrains reconnus par ces trucs officiels, pour véritablement faire reconnaître le besoin de réinstallation d'un certain nombre d'habitations. Est-ce qu'on sait mal... Elle est en train de faire la demande de subvention préalable à la demande de la cartographie. Donc cette cartographie, elle devrait être lancée début 2025, pas avant. Dans le but de pouvoir intégrer ces documents, quand la cartographie est établie, on a un délai de 4 ans pour l'intégrer à nos documents d'urbanisme. C'est quelle cartographie La cartographie du CEREMA. Du CEREMA. Ah, du CEREMA, d'accord. Le CEREMA va faire une étude parce qu'actuellement les mailles sont très larges. Ça va être beaucoup plus fin à l'échelle de la commune, enfin des communes de Dinan-Aglo, c'est-à-dire la première étude qu'on avait pu voir faite par le CEREMA, les premiers petits schémas, en fait c'était à l'échelon national et avec des données générales. Là, ils veulent affiner. Nous, Saint-Jacques, on ça va être fait. Ça va être fait quand même. Oui, ça va être fait. Donc ça, c'est intéressant. Ce que tu souhaitais va être fait. C'est intéressant. Ça va être fait parce que Pleudien a donc accepté de figurer. Donc le maire est M. Boissière, qui est le président de la commission GEMAPI à l'Aglo. M. Boissière, bon, il ne voulait pas y aller, mais il fallait que quelqu'un se dévoue. M. Boissière s'est dévoué, on peut dire ça comme ça. Et du coup, cette cartographie va être lancée. Mais il est vrai qu'actuellement, on est dans une révision du SCOT et du PLUH, puisqu'on vient de démarrer les travaux. Donc, effectivement, et cette cartographie va aider, c'est ce que disait Roselyne, va aider justement à... Alors, on n'est pas trop inquiet sur Saint-Jacques, comme disait Roselyne, enfin, à part du côté de Vauvert, mais où il n'y a aucune construction et tout, et là, effectivement, la mer risque de bouffer pas mal de dunes. Mais
Je dirais sur le reste de la collectivité, on a déjà la loi littorale, on a déjà la bande des 100 mètres, je veux dire, il y a des endroits où même des gens qui ont déjà leur propre maison, qui veulent faire une extension, ça leur est interdit parce que ce n'est pas une zone urbanisée, alors qu'on a l'impression que c'est urbanisé. Je veux dire que l'impact de cette cartographie et dans le cadre de la nouvelle réglementation du PLUH qui va être établie, il y aura très peu d'impact. Je veux dire, sauf si on dit que la digue au voile risque de disparaître. Ce qui était un peu ton hypothèse, de dire on ne sait pas ce qu'il en est. Et s'ils ne font rien, peut-être qu'elle disparaît. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on prenne une fois de plus le dossier à l'envers, qu'on dise voilà, Saint-Jacques-Cru, vous avez 2 digues, il est hors de question de les laisser filer, et on en tient compte dans nos documents d'urbanisme et dans la cartographie. Or là, on fait la démarche inverse, on fait une cartographie, on prend des préconisations nationales et on regarde ce que ça fait si ces ouvrages n'existent plus. Mais il y a malgré tout une contradiction, effectivement, parce qu'il y a le trait de côte où, comme on l'a dit, c'est qu'on laisse faire les choses. D'un autre côté, il y a la GEMAPI, suite à la faute sur mer, où il y a eu toutes ces inondations avec pas mal de morts. Du coup, la GEMAPI s'est mise en place. Donc pour Dinan-Aglo, ça concerne effectivement une partie de Saint-Cam et Saint-Jacques, et aussi Planquette, avec leurs petits barrages et tout, parce qu'ils ont été inondés. Sauf que c'est en contradiction et on n'arrive pas à avoir l'articulation entre les deux. Et qu'on n'a pas d'éclaircissement là-dessus, même y compris les gens de Dinan-Aglo qui travaillent là-dessus et qui nous disent bien, mais on ne sait toujours pas comment ça va fonctionner. Disons qu'on sent bien que Dinan-Aglo subit la pression des services de l'État, enfin des ministères en fait, qui poussent. Alors est-ce que c'est par doctrine, j'en sais rien, mais on voit bien qu'il y a une poussée pour nous faire bouger. Mais, pour vous faire bouger dans quel sens? Pour s'inscrire sur ces listes, pour être bon élève et puis dire qu'on est d'accord avec ce qu'on voit écrit. Et quand on veut s'inscrire quelque chose, c'est ce qu'on a envie de savoir, de connaître la règle de A jusqu'à Z, de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et là, on a encore plein de zones d'ombre, notamment tout l'aspect financier que je vous ai décrit avant, c'est que si on doit relocaliser, apparemment c'est à la charge des collectivités, sauf que Saint-Jacques, on dégage 350 000 € au mieux de budget d'investissement. Comment voulez-vous relocaliser des habitations? C'est pas possible. Jean-Luc, tu parlais de la faute sur mer, mais à mon avis, la faute sur mer, c'est un dossier un petit peu différent, parce que là, on parle vraiment de submersion marine, alors que nous, Saint-Jacques... Non, mais je veux dire que la GEMAPI est partie de cet événement-là, la GEMAPI. Elle est partie, elle a été mise en place à partir de là. Ah ben là, c'est plus qu'une submersion. Et c'est plus les communes, et tant mieux pour nous quand même, c'est plus les communes qui ont la charge, notamment de nos 2 ouvrages, de la digue au moine uniquement d'ailleurs. C'est les EPCI, c'est-à-dire en l'occurrence chez nous, c'est Dinan Agglomération. Et c'est pour ça que sur vos feuilles d'impôt, mais même les gens qui habitent à Bron, dans le sud de notre EPCI, ils payent une petite cotisation pour la GEMAPI. Alors moi j'ai parlé avec le responsable de cette question à Dinan-Aglo, et ce qu'il m'a dit au sujet des digues, il m'a dit pour l'instant la doctrine c'est on entretient ce qui existe mais on ne va pas les rehausser. Oui. Donc c'est une chose. Moi on m'a bien répondu, pas le SCOT, l'horizon du SCOT c'est 2027, de la publication du nouveau SCOT. On ne fera rien avant, on ne prendra aucune décision avant. C'est quoi le SCOT? Alors, le schéma de cohérence territoriale. Alors, ce sont des... C'est le document si tu veux, de cohérence. Ouais, voilà, dans les documents administratifs, tu as les lois cadres, la SRU, etc. Ensuite, tu as les PNR qui arrivent, qui ne sont pas opposables, mais qui arrivent au-dessus des SCOT. Ensuite, tu as les SCOT. Après, tu as les PLUI. Après, tu as les communes, avec leurs documents, enfin les documents d'urbanisme, maintenant c'est PLUI intercommunal. Alors, pour répondre... Tu as à chaque étage, tu as des règlements, tu as des lois, et chaque document doit être à jour par rapport au document qui est au-dessus. Enfin, c'est la France, on est très... En termes d'entretien de la digue, on a une convention avec Dinan-Aglo, on fait le petit entretien, on passe les pareuses, etc., on coupe, on vérifie les clapets, on vérifie. Tous les mois, Jean-Michel fait des photos. Ça c'est vraiment très tous les mois... Que personne ne nous reproche après. Oui. Donc ça c'est fait, et c'est Dinan-Aglo qui fait, alors, parce qu'ils n'ont pas les moyens humains et tout, donc on refacture, en gros ça fait 6 000 € par an, mais donc c'est à eux de s'engager à maintenir la digue en l'état comme elle est, malheureusement, et comme tu dis, ils ne veulent pas la rehausser. Alors il faut quand même savoir, d'ailleurs avec Alain on avait vu ça, c'était en 2020, juste avant les élections, il y avait des gros coefficients, mais on a de la chance jusqu'à présent, les gros coefficients c'était souvent ça avec des anticyclones, donc il n'y a pas de surcote. Mais la mer était, enfin la flotte était à 30-40 cm en dessous du haut de la digue. Bon.
Alors le risque, si vous voulez, c'est que si jamais il y a des brèches qui se font, c'est que ça s'élargisse très vite. Et indépendamment de brèches, il y a la digue de la Bâtard, la cale Bâtard. Oui. Il y a un point bas au niveau de l'accès à la mer, à l'estran, oui. Au niveau de la cale Bâtard, au niveau des conchyliculteurs, avec 30 ou 40 cm, hyper facile à gagner, on est préservé d'un jour de dépression qui coïnciderait avec un coefficient. Après, non, avec tous les plus mauvais éléments conjugués. Avant le nord-est, une forte dépression, mais ce n'est pas le cas. Oui, mais il faut quand même prévoir le pire. C'est ça. C'est pas le meilleur qu'il faut prévoir, c'est le pire. C'est vrai, oui. Et moi j'ai vu la digue au niveau du camping être en haut du ras de la dernière marche. Oui, je suis d'accord avec C'était ça. Ça aurait été un jour de tempête, elle s'en rentrait. Oui, mais les grosses tempêtes correspondant aux dépressions, les vagues viennent de l'ouest. On ne peut pas savoir les grosses tempêtes, il y en a même en été des fois. Oui. Au mois d'août l'année dernière, on en a eu une belle. Oui, ça vient pas de l'Est en fait, c'est ça. La plus dangereuse pour la digue au moins, c'est un sud-est. Un vent de sud-est, c'est une bonne dépression, enfin des pressions basses. Parce que quand il y a des dépressions basses, on a une surcote. La mer est beaucoup plus haute. Quand il y a des vents d'ouest, ça va. Oui, mais un jour ils seront du mauvais côté. Mais ça arrivera. Ben oui, ça arrivera. Pour ça, il faut pas se dire, bah oui, mais ça, c'est jamais arrivé. Oui, mais maintenant, nous, je peux vous dire, enfin, même si ça se voit pas et ça s'entend pas, mais on actionne sérieusement Dinan Aglo pour qu'ils mettent en œuvre et notamment les fameux dossiers, enfin l'étude qui a été faite par le cabinet qui est d'Héroïne Sinclair, dont j'ai perdu le nom, mais peu importe, où ils mettent un certain nombre de préconisations. Alors des études, il y en a déjà eu de faites auparavant, donc je peux vous dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais la bêtise aussi qui a été faite, c'est que derrière la digue, il y a une douve, où il y a un peu d'eau là, avec justement où il y a les clapets. C'est que Dinan Aglo, puisque c'est pas nous qui gérons la zone artisanale, c'est Dinan Aglo. Ils ont vendu un bout de terrain qui va jusqu'à la limite, alors que l'idée ce serait de déplacer cette fameuse douve pour pouvoir remettre de la terre et puis remonter. Si on veut remonter, il va falloir élargir la base, parce qu'elle n'est pas très large, hein, la digue là-haut, hein, elle fait à peine un mètre. Donc déjà, ils ont vendu bêtement un bout de terrain à une entreprise. Après, s'il y a besoin, la mairie peut exproprier l'entreprise. Pour nous, Dinan Aglo, c'est Dinan Aglo, oui. Mais non, ils pourront le faire, éventuellement, il n'y a pas de construction, il n'y a rien de fait. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui si, par exemple, les bassins d'épuration d'eau doivent être déplacés? C'est quoi ça? Ben non, mais imagine s'il fallait mettre une autre station d'épuration, je ne sais pas où on pourrait la mettre, ça veut dire beaucoup plus loin, avec des pompes de relevage et tout, je te dis pas le coup. Et je pense que c'est, quelque part, grâce à cette station d'épuration, que Dinan Aglo va se bouger un peu. Oui, c'est ça, va s'occuper pour entretenir la digue aussi, oui. Bon, là, ils vont faire la proximité, ils vont faire que la proximité. C'est malheureusement toujours des travaux un peu à minimum. Oui, bien sûr. 100 000 €, ça paraît énorme pour nous, parce que 100 000 €, ça ne sort pas tous les jours du porte-monnaie. Mais... J'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais je crois qu'il y a une enveloppe GEMAPI, que GEMAPI a créée il n'y a pas très longtemps, donc cette petite case que vous avez sur une feuille d'impôt, elle a quand même augmenté pas mal. Il y a une belle cagnotte. Récemment, et il y a une cagnotte où je crois qu'elle est de l'ordre de 600 000 €. Non, elle est plus que ça. Plus que ça. Oui, mais j'ai plus le chiffre, je ne dois pas dire de bêtises, elle est plus. La valeur des impôts pour chacun, c'était une époque 0,50 centimes. Ça a changé? Non, je pense pas. Non, c'est resté assez. Ça a augmenté. Je crois qu'au total, ça a dû augmenter de 40%, 45% entre sa création et la dernière. En fait, on va pouvoir voir comment s'applique cette loi parce que le décret d'application est sorti le 29 juin. Il a été publié au journal officiel. Le décret d'application qui rend opérationnel le dispositif instauré par la loi climat et résilience, donc visant à favoriser la relocalisation progressive de l'habitat et des activités dans les territoires figurant sur la liste des communes impactées par le recul de trait de côte. Donc, mais ils ne disent pas le financement. Non, ça précisément. Et dans un autre texte, il parle aussi de préemption, que les mairies devraient faire préemption maintenant sur toutes les habitations qui sont vendues dans des zones inondables, mais avec quel argent? Ça existe déjà, ça. Oui, ça existe déjà. Ça, on peut et là, c'est publié, c'est-à-dire le décret d'application, c'est 29 juin 2024. Ça veut dire que ça va commencer maintenant, en fait. Les communes vont devoir commencer à... Celles qui ont signé. Voilà, celles qui ont signé vont devoir racheter les maisons dans les zones inondables.
Quand elles seront vendues, en fait. Ils vont faire préemption et ils vont être obligés de relocaliser. Cette situation, que vont devenir ces biens? Oui, ça, on peut se poser la question. Si elles le peuvent. Non, mais c'est impensable pour la majeure partie des collectivités, il n'y a plus de financement. C'est sûr que ça ne peut pas être économique, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est évident. Non plus, ouais. Les dotations de l'État diminuent, les subventions sur un certain nombre d'ouvrages qu'on veut faire, ça se réduit comme peau de chagrin. Donc vous imaginez bien que le moindre bien, alors si après on dit à monsieur X, on va préempter votre maison si vous décidez de la vendre, mais elle ne vaut plus 1,5 million, mais elle vaut plus 200 ou 300 000, voire moins, vous pensez bien que le contentieux, que ça va partir. Ça veut dire que s'il y a des contentieux, nous, au niveau des assurances, nos assurances vont se désengager. Oui. Ce soir, on vient de reprendre une délibération, on n'a pas eu d'un seul accident et tout. Déjà, au niveau de la flotte automobile, ils nous ont supprimé notre assurance pour qu'on en retrouve une pour le 1er janvier. Ils ont dénoncé il y a un an et demi, la responsabilité civile et dommages ouvrage. On n'avait plus d'assurance. Et les collectivités à risque, dont on fera partie, on n'aura plus d'assurance. Ou alors à des prix mais exorbitants. Ah, mais c'est sûr qu'on va en arriver là, de toute façon. Les gros bâtiments historiques ne les assurent plus. Ouais. Il y a un maire qui a décidé, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, je ne sais plus quelle commune, je n'ai pas noté, c'est dommage. Il a décidé de fermer l'école, fermer un tas de bâtiments publics parce qu'il n'était plus couvert par les assurances. Il dit, puisque c'est ça, puisque personne ne veut m'assurer, je ferme tout. Alors je crois que ça a bougé quand même, parce que fermer les écoles, c'est pas si simple que ça. Oui, non, il a fait une journée, effectivement. Oui, je crois. Et ça suffit pour... Mais même le maire de Dinan a été chercher une assurance en Suisse, parce qu'il n'avait plus d'assurance de courtier en France qui voulait l'assurer. Et encore, à Dinan, une grande partie des remparts appartiennent à des particuliers. Mais... Et donc oui, je cherchais pour enseigner le fameux bail qui pourrait s'adapter pour cet immobilier qui serait donc répertorié comme étant amené à disparaître éventuellement, c'est le bail BRAEC, bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. C'est combien 70 non, c'est un certain nombre d'années, c'est-à-dire les gens pourraient louer, et au bout d'un certain nombre d'années, il faudrait qu'ils dégagent. C'est un nouveau type de bail. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent que les mairies fassent préemption d'ores et déjà. Pour les remettre en location. Pour les remettre en location derrière, donc sous réserve que... Ça a sens, s'il y a un danger, s'il y a un s'invente pas non plus. C'est pas la mairie qui va décider d'un seul coup de tout racheter. La préemption, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure des ventes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais malgré tout, ça bouge beaucoup au niveau de la commune. Ce qu'on appelle les DIA, c'est les préemptions. Donc on doit se positionner, puisque tous les biens de Saint-Jacques, la mairie peut se positionner. On en a tous les 15 jours, 2 ou 3. Ça bouge beaucoup l'immobilier. Et à des prix. Parce qu'on continue de construire beaucoup, paradoxalement, dans notre commune. Me semble-t-il quand même. Oui, parce que ça prouve aussi que, je dirais, cette peur qu'on diffuse dans la presse, etc., attention, le monde, on va être submergé, etc., ça prouve que ça ne prend pas. Ça prend pas chez les plus fortunés qui rachètent quand même des terrains et qui font des énormes projets. Donc, ça aussi, c'est une chose qui... Il y a des zones, par exemple, moi je viens du Calvados que je connais bien, effectivement, vous avez Lyon-sur-Mer et tout, la mer est au même niveau, il y a une dune, mais là les risques sont beaucoup plus importants. Nous, Saint-Jacques, on a quand même des petites falaises. Alors même si les roches ne sont pas des granites très durs, avant que ça descende et que ça attaque les endroits qui ont été répertoriés déjà par la première cartographie, donc ça sera affiné. Il y a beaucoup de petits endroits, comme à la Pissotte, au Rougeret, le boulevard des Dunes. L'Abbaye, il y en a un boulevard des Dunes, il y a plein de petits endroits. Là où c'est assuré sur les cartes, oui, j'ai vu ça. Oui, c'est quand même impressionnant quand on le regarde. Ouais. Alors, on sait que Saint-Jacques, c'est un sol granitique, et puis sur nos falaises, il y a plein d'endroits où ce granit, il est comme pourri. Ça fait du grou. Oui, ça fait du grou, oui. Oui, et bon, il y a des endroits, en plus sur les falaises, où il y a des grosses propriétés qui ont planté des grands arbres, tout ce système racinaire, ça contribue à abîmer ces... Mais bon, le bâti qui est concernant, les parcelles qui vont jusqu'à la mer dans ces endroits-là, le bâti il est loin, les maisons sont pas. Il y a peut-être quelques-unes, mais c'est très rare. Oui, il y en a très peu. Il y a quand même de la marge. On sera tous morts quand ça se passera la figure.
Je suis désolé de vous l'annoncer, mais... Les falaises de Crête du Nord, hein, c'est sûr. Non, oui, dans le Calvados, sur la Somme, c'est par mètre entier, ça tombe par pan. Hein. C'est du calcaire, c'est solide. Et Tretat, la fameuse arche de Tretat, s'il n'avait pas bétonné au puits et tout, il y a longtemps qu'elle serait par terre. Et puis... D'ailleurs, je voulais vous signaler également dans le recours, qui est un recours fait par l'ANEL et l'AMF, l'ANEL s'inquiète du coup des préemptions, mais il estime surtout qu'il y a un manque de solidarité. L'ANEL estime que ce serait tout le pays qui devrait, à travers une taxe GEMAPI, qu'elle ne devrait pas être imposée seulement aux communes littorales ou d'estuaires. Qu'il devrait y avoir une solidarité du pays pour ces dossiers. C'est un truc climatique. Et là, je suis assez d'accord. C'est quelque chose de climatique qui va nous dépasser tous et on refuse que tout le monde prenne la responsabilité d'aider, rassurer. Or, c'est ça. La solidarité, elle devrait jouer plein pot. On n'aura jamais l'argent nécessaire, comme tu le dis, si on reste entre nous. Ça ne peut être que parce qu'on va chercher l'argent là où il existe. Donc ça, c'est un des points. Ne serait-ce que le GEMAPI à 0,50, je suis un peu désolé pour un truc comme dit dans Aglo, c'est quelque chose qui pourrait augmenter sans que ça nous mette sous terre, quoi. Et rien que les eaux, ça fait des conséquences importantes en termes de financement. De toute façon, là, ça a forcément augmenté, puisque l'année dernière, toutes les bases ont été remontées, donc forcément... Oui, sûrement, mais est-ce que ça va augmenter suffisamment? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas suffisamment de fonds pour imaginer des travaux qui seraient nécessaires. Il faut trouver de l'argent de toute façon, quoi qu'il se passe. Il faudra bien. Et Jean-Luc, tu parlais donc des travaux prévus par l'AGLO à l'automne. Est-ce qu'on parle des mêmes travaux qui devaient déjà être faits l'année dernière? C'est toujours les mêmes, ils n'ont jamais été faits. Voilà, d'accord. Donc là, Maëlys, que tout le monde connaît, qui est adorable par ailleurs, mais je lui ai dit, mais où est-ce qu'on en est? Alors elle, c'est pour elle qu'elle a fautive, maintenant elle est exécutante, mais elle fait ce qu'on lui demande. Bon là, elle m'a dit, ça y est, le dossier de consultation des entreprises est parti. Donc résultat dans quelques semaines, et normalement les travaux, à partir du octobre-novembre, ça doit être fait. Parce qu'on a quand même, on voit bien, nous on a un suivi de photos, hein, ça bouge sérieusement dans le coin là-bas. Hein, dans l'angle là, c'est mauvais, oui. Ah oui, si c'est déjà fragilisé, ça va vite après. Et là, effectivement. C'est juste avant la fin de cette partie de digue, justement. C'est un 30 mètres, c'est ça? Oui, le tournant qui est assez. Quand tu dis 600 000, ça doit être assez vrai, parce que effectivement, les 50 centimes, si on est toujours à ce niveau-là, je ne sais plus, mais on est 100 000 habitants, pour faire simple, ça fait 50 000 € par an. Donc pour arriver aux 600 000, ça fait combien d'années c'est en place au moins de. Enfin, de toute façon, l'aglo existe depuis 2000. Il y avait 5 ans, 4 ans, 5 ans, oui, c'est tout. Donc, mais ça doit être un peu plus que 0,5 ans. 2017, je crois. 2017, Après, cette doctrine de laisser monter la mer partout parce qu'on ne peut pas lutter, etc., moi, ça m'étonne un peu parce qu'en Hollande, ils font que ça depuis des siècles. Ils ont tout à fait réussi à repousser la mer, donc, je veux dire, maîtriser une montée des eaux qui ne va pas être non plus des mètres et des mètres le problème, pendant les même la décennies Hollande, qui viennent. ils vont baisser les bras parce que, je veux dire, avant, il y avait, où la mer était à peu près toujours au même niveau, elle attaquait sérieusement, donc on se protégeait. Là, ils ont fait un calcul sans doute très simple. Ils se sont dit, si la mer doit monter d'1 mètre dans les 100 ans à venir ou plus, 1 mètre, c'est énorme. Je veux dire, les ouvrages qu'on connaît, c'est pas suffisant. Donc, c'est un virage à 360 degrés. Hein. On faisait tout, l'État avant, l'État, les collectivités locales faisaient tout pour protéger. Là, ils se sont dit, on fait différemment. On protège ce qui doit être protégé, le reste, on laisse ça part à volo, quoi. Et par exemple, à Vauvert, où il n'y a pas d'habitation, quand on regarde les projections, je ne sais pas si quand vous descendez au chemin de Vauvert, il y a une petite maison en bois qui est maniante comme tout. Elle est prévue pour se casser la figure dans les 100 ans, celle-là, parce que c'est que du sable. Apparemment, d'après les premiers... Oui, puis alors, les projections à 100 ans pour Saint-Jacques, moi j'ai retenu que c'était en 40-25, j'arrondis à 30 cm, à 100 ans. Donc le danger, il est pas... Mais vous regardez... À 100 ans, c'est 30 cm? Oui, donc là, on peut surélever une digue Alors, je me dis, 30 cm ou 50 cm. Qui sont à 13,50 m, mais en parallèle, les 30 cm, ça ne paraît pas
complètement alarmant. Néanmoins, si vous prenez un site qui s'appelle Géoportail, je ne sais pas si certains connaissent, il y a tout le cadastre et tout, et on voit le cadastre, par exemple, de Vauvert, ben, il y a des gens qui ont perdu, il y en a un, si on peut faire en plus les surfaces, les calculs, il y a de l'actimétrique, il y a tout ce qu'on veut. Il y a une parcelle, le propriétaire, il a perdu 600 mètres carrés, c'est parti, c'est sur la plage. Parce que le cadastre, il est... On voit bien que ça grignote. Hein. Et la dernière tempête qu'on a eue, on avait mis des ganivelles pour protéger la dune, tout a été arraché. Hein. Les vents étaient mal placés, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les autres tempêtes qui étaient plus violentes, ça n'a pas bougé. Là, elle a été ravagée, la ganivelle. Une chose que je ne comprends pas, c'est pas jusqu'à Vauvert, c'est un petit peu plus près du bourg de Saint-Jacques. Je crois que tu avais des propriétaires qui voulaient à leur charge faire un enrochement au bas de leur propriété. Et je ne sais pas si finalement ils ont... Alors, ça a été obtenu notamment au niveau du boulevard des Dunes. Il y a eu à nouveau une nouvelle demande. On m'a demandé, moi j'ai donné mon feu vert. Je ne sais pas où c'en est parce qu'il y a une nouvelle demande d'un propriétaire qui veut refaire de l'enrochement parce que ça fait... Enfin, à l'intérieur de son terrain, à une dizaine de mètres, il y a une faille qui s'élargit. Donc c'est un pan de la falaise qui risque de venir. Donc il veut protéger de l'enrochement. Alors je sais que boulevard... L'histoire vient de se terminer puisqu'on vient de racheter le bout de terrain aux gens. Enfin, il y a eu un espèce d'échange et tout. On a finalisé ce dossier-là justement il y a très peu de temps. C'est au bout des maisons qui sont au début du boulevard des Dunes. Il y a une rangée de maisons, puis après on arrive sur un bel espace. Et la dernière maison, bah, effectivement, elle a perdu beaucoup de terrain et tout. Il a fallu régulariser. Et c'est là que c'est tombé. Hein, ça s'est effondré, oui, dans ce secteur. Dans les années 80, me semble. C'est possible. Quelqu'un m'avait parlé de 62, et puis un autre m'a dit que c'était plus récent. On m'a dit la maison sur la banche où il y a des volets verts de monsieur de la Marinière. La mer, elle serait pas. Une fois, il y a une vague qui est passée par-dessus la toiture. C'est ce qu'on m'a expliqué. Bon, j'y étais pas, mais. Une chose, c'est pas possible. je n'ai pas fait des études, je ne suis pas géographe. Pourquoi pas? Mais j'entends parler en ce moment qu'on est dans une période de forte intensité solaire et que ce sont des cycles. Qui dit que les choses vont continuer d'évoluer comme elles le font maintenant, ou est-ce qu'on va... Alors j'ai même entendu parler, mais là je vais faire appel à mon téléphone, parce que je ne me rappelais plus de l'expression, d'optimum médiéval. Apparemment, c'est entre le 10e et le 15e siècle. On a apparemment vécu aussi une période très chaude, comme ça, oui, où les glaciers n'avaient pas disparu, mais avaient énormément reculé, plus que ce qui est en ce moment. Donc je me dis, est-ce que c'est pas un cycle, on ne vit pas un cycle en ce moment qui va à nouveau... mais bon, c'est vrai que là, on dépasse un peu le cycle de nos vies et de nos propriétés. Le problème, tu as raison, il y a toujours eu des cycles. Hein. Ça monte, ça chauffe, ça se refroidit, etc. Sauf que là, il y a une accélération due à l'être humain. Oui. Depuis l'ère industrielle, c'est que ça... Et les phénomènes sont beaucoup plus violents et beaucoup plus rapides. Et le temps d'adaptation est beaucoup plus court pour nous. Et des réfugiés climatiques, on ne râle pas. Il y a des problèmes des réfugiés. Je peux vous dire qu'on va avoir des déferlantes de réfugiés parce qu'il y a des endroits où ça va être une catastrophe. Les pays les plus secs vont de plus en plus secs et de plus en plus chauds. Les plus froids, ça va être compliqué. Hein. Toute la côte atlantique, c'est pareil. Hein. Alors c'est une chose qui me gêne dans cette loi de climat résilience, c'est que pour l'instant on est tous mis au même niveau. Oui, alors qu'il y a des urgences. Les cas de figure ne sont pas les mêmes. C'est vrai que ça ira moins vite probablement à Saint-Jacques. Et puis on voit bien les endroits qui risquent d'être inondés. Il y en a qui ne le seront jamais, mais moi je trouve quand même qu'il y a une digue, il y a des digues qui sont historiques. Qui contribuent à l'histoire de Saint-Jacques. Je trouverais anormal qu'on décide de laisser passer la mer par-dessus. Vraiment, je trouverais ça anormal. En plus ça priverait beaucoup de gens le camping déjà disparaîtrait et vous savez, toutes les zones basses là. Il y a une épée de Damoclès au camping, puisque après la faute sur mer, le sous-préfet voulait fermer le camping. Pierre Anderson et M. Catlin ont été voir le sous-préfet, qui pensait que c'était une femme, ils ont dit attendez, c'est pas si grave que ça. Mais malgré tout, s'il y avait un pataquès, il pourrait fermer. Et quand on est arrivé, nous, en 2020, on a voulu allonger d'un mois l'ouverture du camping, parce que les gens qui habitent dans les mobil-homes
il voudrait bien souvent rester beau, plus le mois longtemps. d'octobre, il dit on va rester un mois de plus. Je ne vous dis pas la volée de bois vert que je me suis pris. À cause de Il ça. a, parce qu'il a dit c'est une zone à risque, au mois d'octobre il peut y avoir des tempêtes, etc. On ferme. La seule fois où vous avez donné 15 jours de plus, parce que... On a eu droit à 15 jours. C'est génial, les 15 jours qu'on a eu en octobre, c'est la pluie, de la pluie, de la pluie. Ah oui. Mais on a, le préfet nous a donné 15 jours, mais puis c'était la seule année. Une semaine, on en avait ras-le-bol. Ouais, enfin bon, c'est... Non, il ne faut pas aller plus loin. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc nous, on a préféré jouer la prudence, on ne voulait pas s'engager dans un système où on ne connaissait pas bien, on ne savait pas bien à quoi ça risquait de nous contraindre, sachant que si le jour où on se décide, on peut toujours intégrer cette fameuse liste, mais je pense que la cartographie nous permettra d'y voir un peu plus clair. Et ça a été le cas de tous les voisins. Personne n'a voulu y aller sans avoir plus de précision. Puis, sans chercher à être catastrophique, mais même si on ne se décide pas, le jour où la catastrophe arrivera, elle nous coûtera aux uns et aux autres les yeux de la tête, quoi qu'il se passe. Non, sauf si la commune est déclarée zone. Mais qu'elle soit ou pas, Parce catastrophe naturelle. Parce qu'une fois que la Après, ça, catastrophe c'est encore autre chose, l'histoire de catastrophe naturelle. Il y a des fonds, le fonds Barnier qui est là pour financer, mais je peux vous dire que le fonds Barnier. Si jamais la commune n'a pas adhéré et que le risque naturel arrive, il n'y aura pas d'indemnisation ce jour-là. Il y aura peut-être des priorités. Est-ce que c'est pas ça la différence, justement? Vous financez. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'en s'inscrivant sur cette liste, on a peut-être accès à des indemnisations qui ne seront pas disponibles. Malheureusement, on ne sait pas. Mais on ne le sait pas. Moi, je pense que l'État ne peut pas Si on n'y dire. adhère pas, on prend encore plus de risques. L'État ne peut nécessairement pas dire, donner un niveau de remboursement potentiel. Il ne peut pas aujourd'hui, il ne le pourra pas dans 10 ou 20 ans. Par contre, il faudra bien faire face à l'échéance quand elle va. Mais le fait d'être inscrit sur les listes, effectivement, et le décret qui vient de sortir, que je ne connaissais pas, donc merci de m'avoir informé, c'est que ça nous oblige en cas de vente, c'est de préempter dans les zones et de préempter, et moi je ne sais pas comment faire pour préempter. Et relocaliser surtout. Si la commune préempte, Pardon? si la commune préempte, elle est obligée d'acheter, d'indemniser immédiatement ou... Ben ça, on ne sait pas les règles. Toutes ces règles-là, on ne les connaît pas. Les Mais même si c'est 200 ou 300 000 euros, je veux dire, ce qui paraîtrait pas cher pour une maison qui pourrait valoir beaucoup plus cher, mais 200 ou 300 000 euros, on les a pas. L'opération, c'est qu'effectivement, on va tout remettre sur le dos des communes littorales. Ben oui. Comme on fait d'habitude, c'est toujours les alors communes qu'elles ne qui connaissent pas trinquent. la règle du jeu et que c'est elles qui vont tout payer. Ben, c'est un risque. Pour Donc, l'instant, la solution, c'est effectivement, comme vous disiez, c'est que pour ce risque-là, il soit porté par tout le monde. Ben, bien sûr. c'est la position de l'Association des maires de France. Oui, et puis il faut insister, il faut qu'ils insistent pour que ce soit... Bon. Parce que tout seul, vous ne pouvez rien. Ah ben non, on ne peut pas, on n'a pas les... Je vous dis, le budget de la commune, en gros, on dégage 350 000 euros pour les investissements, donc on va pas loin avec ça. À quelle hauteur, on ne sait pas. C'est vrai que moi j'avais demandé les années passées à ce qu'on provisionne des sommes d'argent pour nos falaises ou pour nos digues. On l'a fait plusieurs années. On l'a fait 2-3 ans. 30 000, 40 000. Et là, cette année, le budget étant un peu serré, on ne l'a pas fait. Tu fais Je une crois que c'est réparation. dommage de pas continuer. Mais c'est pour de la petite réparation. Voilà, c'est De bon. toute façon, ça serait une voiture si on a une grosse pluie sur la Parce bande, que, c'est la bande. par exemple, au Châtelet, l'escalier qui descend, donc effectivement, ça s'est écoulé et tout. Bon, on en a eu pour combien? 18 000 euros, quoi. Donc ça, c'est le genre de financement qu'on peut encore faire, des petites sommes comme ça. Mais quand il faut s'attaquer à des sommes et puis des... Voilà. Et la digue, mon souci, alors je ne vais pas être sûr de ce que je vais dire, mais la branche, l'État, à mon avis, ils veulent nous refiler le bébé, là, hein, et l'aglo n'en veut pas non plus. Donc il va falloir que je sois vigilant, parce que sinon... Alors, elle est plus, en meilleur état, elle est plus haute, l'enrochement a été fait dans la mandature précédente, mais néanmoins, il va falloir qu'on se méfie de cette affaire-là. Je ne sais plus trop où c'en est. Il y avait, à un moment donné, j'ai vu un courrier passer là-dessus. Donc, on verra. Moi, je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne referait pas comme faisaient les gens avant, planter les piquets, les brise-lames, pour déjà protéger à distance. Voilà, ça évite la violence des vagues et ça fonctionne. Donc les digues ont la problématique dont les coups de boutoir
par des vagues avec le vent, mais il y a la problématique de l'effet de succion aussi, quand la mer se retire, elle aspire sur l'ouvrage à sens inverse. Et apparemment, c'est un danger aussi. Oui, parce que les paytasses, L'enrochement peut provoquer des problèmes, pas là où il y a l'enrochement, mais à droite et à gauche. Parce que, comme tu dis, c'est complexe, hein, la mer. Hein. Parce que ça vite là. La preuve, pour ceux qui connaissent bien Saint-Jacques, la plage des Halles, elle avait 1 mètre de sable de plus, et plus de sable, et ça va, ça vient. Quoi. Alors on nous dit, mais ça reste à jouer, ça serait à cause du port artificiel de 5A, mais à mon avis, c'est pas le cas. Mais... Et bien, alors que nous, du côté du boulevard des Villes, en fait, on a un ensablement. Oui. La Pissotte aussi, on a eu du sable. Vauvert aussi, entre Vauvert et le Ruet, où il y avait une petite bande de sable, elle est bien plus large. On voit bien l'eau, en fait, ne remonte pas du tout de la même manière. Bon, même à la Pissotte, hein. Bah oui, Le rocher bleu a été complètement... L'escalier, on a été obligé de le désensabler parce que il y avait plus d'escalier. Même celui qu'on a refait. Regardez le phénomène qui s'était passé à la Manchette, quand il y avait une dune qui bouchait Ah oui, la plage. incroyable. Ouais. En hiver, c'était terminé, tout était parti. Ouais, la mer. Hein. Et ça peut revenir de l'autre Ça côté. peut, oui, ça se déplace. Hein. Il peut rester sur le secteur, comme il est parti. Se déplace, on n'est pas toujours... Tranquille, plus loin. Bien. Voilà, écoutez, je pense, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Malheureusement, je vous dis, moi, je ne suis pas une professionnelle. Bon, si vous avez des questions plus précises, c'est bien. Chercher les réponses. Bien chercher les réponses. Ouais. Sachant qu'on a, bien sûr, on a des documents, mais ils sont documents de travail, donc on ne peut pas divulguer tout ce qu'on peut lire. Je pense qu'il faudra attendre la publication de la cartographie. La cartographie va être ça va être riche d'enseignement. Voilà. Et là, Dinan Enclos était favorable à faire une réunion. Oui, pour présenter. Publique à la demande de la municipalité en face de la demande, et dans ce cas-là, ils nous enverront. On sera plus en place. Et de toute façon, les 600 mètres de digues qui ont été construits au pied levé, là, entre Ploubalay et... On sait qui est-ce qui a financé? C'est le département. C'est le département? Enfin, pour moi, c'est le département, peut-être le conservatoire du littoral, mais je ne connais pas. C'est le paradoxe, c'est qu'on est impacté, nous. On peut dire que la route, le conservatoire du littoral était en train de racheter la route. Ah bon? Ça, je sais une pas. réunion en vidéoconférence. On va repasser sur l'ancienne Parce route. que ce qui est fort de café dans cette affaire, c'est que nous, quand la digue s'était affaissée du côté de Bossé, ce qui s'appelle la digue aux moines également, Oui, c'était fait par les moines de Saint-Jacques. ça a eu un effet important chez nous, parce que nos ostréiculteurs ne pouvaient plus aller avec leur bateau amphibie avec les roues, parce que ça a créé il y avait un chenal notamment qui était important. Il y avait un risque aussi d'envasement, alors qu'on a une activité de char à voile et tout, parce que c'est du dur, hein. Du coup il y a de la vase qui est revenue. Alors moi j'ai demandé à ce que nous, Saint-Jacques, on fasse partie des réunions de travail. J'ai jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse, même pas une réponse pour me dire non, c'est pas de réponse. Comme j'ai demandé à ce qu'on fasse une piste cyclable ou un cheminement pour aller de la sortie de Saint-Jacques sur la route de Dinan pour aller jusqu'au rond-point, ce qui serait quand même bien pour que les piétons n'aillent pas sur la route, j'ai écrit au président, à tous les conseillers généraux, enfin départementaux maintenant, il n'y a pas de réponse. C'est mort. De toute façon, avec les politiques les plus récentes, tout l'argent disponible localement a été centralisé. En fait, il y a très peu de ressources locales pour les communes maintenant. Il n'y a plus la taxe professionnelle, il n'y a plus la taxe d'habitation. Enfin, on a vraiment enlevé. Donc oui, en fait, les communes se retrouvent avec plus de choses à faire et moins d'argent disponible. Et c'est très trompeur, parce que vous avez ce qu'on appelle la DETR, les dotations pour les dotations, enfin les communes rurales. Dans les textes, c'est marqué, par exemple, vous pouvez avoir 30%. Vous dites 100 000 euros, 30%, je vais avoir ton argent. En réalité, le préfet, enfin le sous-préfet dans le secteur, il a une enveloppe, il gère, il distribue un petit peu à toi, un petit peu à toi, mais oui, 30%, on a 5%, c'est tout. Donc quand vous élaborez un projet, vous ne connaissez pas trop les mécanismes, vous dites on peut estimer avoir tant de revenus, de recettes. En réalité, ce n'est pas le cas. Bon, enfin, on n'est pas tout de suite inondé. Hein, non. À Saint-Jacques. À Dinan Enclos, il m'a dit de toute façon que ça ne poserait pas de problème a priori pour notre génération. On pourra finir tranquillement notre retraite dans nos maisons. Après, c'est là que la question se posera, donc pour les générations suivantes.
Oui, c'est un optimiste. Au marégraphe de Saint-Malo, c'est monté de 13 cm en 130 ans. Oui, voilà Mais ce que ça va disait s'accélérer. Roselyne, 30 cm en 100 ans, c'est pas non plus Ça va la forcément fin de s'accélérer. Ça va s'accélérer. c'est pas la fin de Je Saint-Jacques. pense que c'est bien plus que 300 cm. Moi, je n'en ai aucune idée, honnêtement. Ça a l'air d'être totalement différent selon les endroits. Donc, Oui, qu'est-ce c'est qui vrai. détermine que ça va monter beaucoup plus à un endroit qu'à un autre? Ben, probablement comment le système géographique, les landes basses, etc. Mais pas que, je pense qu'il y a d'autres... Ce qui s'est passé ailleurs. Dans le sud-ouest, il y a 30 ans, il y avait déjà des alertes. Mais c'était très local. Oh, tout le monde s'en foutait. On dit, oh, voilà, moi, ça semble bouger. Oh, dans le camping, le bout du camping est parti. Oh, elle est partie. Donc, maintenant, les campings qui sont au bord de mer, moi, je connais quelqu'un qui a un chalet dans le camping de Montalivet. Le camping de Montalivet, il y en a un tiers qui est parti. Ah oui, quand même. Il faisait 50 hectares. Ah mais il y a des endroits où ça part bien, hein. On voit des photos. Et là, c'est pas que Un Montalivet, tiers c'est toute la de 50 côte, on a hectares. reculé de 50 mètres. Ouais. Mais c'est certain quand on va en Vendée. C'est-à-dire que quand ça commence, ça va aller en s'accentuant. On peut se dire, oh oui, bon, c'est Un que là. phénomène d'accélération. il semble. Oui, ça va aller plus Même. vite de toute façon. Mais... Maintenant, ils ne savent plus quoi faire alors. Ouais, il y a on peut trouver des cartes qui montrent la France dans 150 ans, la Bretagne a presque entièrement disparu, enfin, Oui, non, mais le Bon, Bordeaux mais aussi. Ça fait des petits îlots. Quoi. Voilà, c'est ça, C'est- c'est un Le archipel problème, c'est ça. après la France. Ça, dans l'esprit des gens, c'est encore plus ridicule. Parce que c'est ça démontre que Bah, rien bien ne va sûr, arriver. bien Je sûr. pense. Oui, C'est c'est- catastrophique. Dans 150 ans, les gens ils n'y croient pas du tout. Par contre, c'est intéressant là, les C'est un sites. simple calcul mathématique, ça veut dire qu'on fait fondre toutes les glaces et la mer elle remonte de 6 mètres. Attends, ouais. Non, Ah oui. Quand la mer remonte de 6 mètres, qu'est-ce qui reste Mm. Ben voilà. on ne fait pas fondre la glace, on fait dilater l'eau. Oui, La plus et puis en plus, ça doit être l'eau. La plus grosse augmentation du niveau, ce sera la dilatation de l'eau. Ben oui, avec la La chaleur. température. C'est pas la faute des glaces. En tout cas, le portail là, dont tu parlais, c'est Géolittoral, je crois que ça s'appelle. C'est intéressant à consulter, en fait. Ils expliquent beaucoup de Des projections à 150 ans, comme vous dites, les gens ils s'en foutent. Pour 150 ans, moi je ne serai plus là. Je serais plus là, je mangerais les pissenlits par la racine. En fait, On en rêve parce qu'on dit, tiens, À l'époque, nos moines, qu'on nous dit eux, s'ils s'étaient dit la même chose, on était tranquille. Ce sera encore une île. ils ont tout fait à la main. Ah, il paraît que ça n'a jamais été vraiment une île, Non, ça, ça, Jacques. On va qui- Mais je ne m'avancerai pas là-dessus. Je pense qu'il peut y avoir une langue de terre avec un genre de guet. Le guet aurait été, les anciens de Saint-Jacques pourront le confirmer, là où il y a la croix du sillon. Oui. Oui, tout à fait. Là, ce qui se disait, enfin, ma grand-mère elle m'a toujours dit, il y avait une dune, croix du sillon, la croix qui est en sortie où il y a la Vierge. Oui. La dune, c'était de là à là. Et donc, la croix, parce que les gens se remettaient à Dieu pour passer sur ce truc-là. Et je sais qu'il y a eu des fouilles de fait, enfin, quand on a voulu faire les fondations de maison, les entrepreneurs ont trouvé Les carcasses de bateaux. des restes de carcasses de bateaux qui étaient dans. Et des C'est anneaux du sable. des anneaux d'amarrage également. Mais effectivement, ce que tu disais, Michael, pourquoi on ne remettrait pas des pieux déjà, oui, pour protéger les ouvrages, en fait, remettre des... Comme à Saint-Malo, ils les ont conservés, leur Oui, islam. mais Et ils ce serait changent. moins cher que de construire une digue. Mais aujourd'hui encore, là j'ai vu il n'y a pas longtemps, un endroit où on a réinstallé des trucs assez louches, d'ailleurs, des espèces de croisillons en béton pour bloquer la mer. Je ne comprends pas, on est en train de nous faire des projections, en train de nous dire on ne va pas maintenir les ouvrages qui sont en place, et là on est déjà en train de faire de la sauvegarde. Pour moi, c'est pas très courant. Et je pense qu'on en est, le problème, c'est qu'on en est qu'au début vraiment des mesures. Je pense que c'est la réalisation de ce problème environnemental, c'est vraiment très récent, que quand même les gens commencent à vraiment croire qu'effectivement ça se réchauffe et qu'effectivement, en Arctique et en Antarctique, la glace fond
à une vitesse incroyable. Et plus vite Donc, qu'on oui, voilà, et plus à fond, en fait. Donc, c'est vraiment... Et ils ont découvert du pétrole et ils se battent maintenant, ils vont se battre pour savoir. Ah bah il y en qui a va plein aller qui se extraire. frottent les mains du réchauffement parce qu'ils vont enfin pouvoir exploiter le pétrole là-bas, oui. Donc en fait, pour l'instant, on en est au balbutiement, je pense, de réellement ce qu'on va faire pour vivre avec ça, quoi. Parce qu'effectivement, personne ne sait à quelle vitesse ça va aller, hein. 30 cm en 100 ans ou peut-être 3 mètres, ou on ne sait pas. Mais si c'est 3 mètres, ça va devenir compliqué. ce qui est important, je trouve, c'est qu'on en ait conscience, de ne pas paniquer non plus. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, Saint-Jacques n'est pas vraiment menacé. Mais d'avoir conscience et de prévoir pour l'avenir aussi. Il faut être conscient qu'il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus difficiles. Ah bah ça, oui. Heureusement qu'il l'a dit, mais il y en a d'autres, c'est pas le dit, c'est tout le pays. C'est leur maison, leur pays, oui. Ah bah il y en a, bien sûr. À l'île de Saint. À l'île de Saint. Les Maldives, dans 10 ans, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, oui. L'île de Saint aussi, comme tu dis, L'île de Saint, c'est combien? C'est une dizaine de mètres? L'île de Saint, ça est beaucoup. Là, j'ai vu un petit reportage où ils montraient qu'en fait, ils avaient empilé plein de sacs de sable sur les digues parce qu'elles ne suffisent plus, en fait. Alors justement, une chose que j'ai relevée aussi, c'est dans la cartographie qui nous sera présentée, j'ai vu que ça ne tiendrait pas compte de la géologie. Ah bah c'est pas... Ça, je trouve ça un peu étonnant. C'est un peu étonnant parce que je veux dire, si tu oui. es dans les calcaires de Normandie ou si tu es dans le Calais. Ou du sable ou du granit, c'est pas la même chose. Hein. À la réunion qu'on avait eue au mois de février, je note toujours beaucoup de petites choses que j'entends comme ça. Et je me dis, ne pas tenir compte de la géologie. Parce que même, pour moi, la géologie, parce que même sur Saint-Jacques, vous avez des endroits où les roches sont solides, et puis d'autres, c'est, comme on disait, c'est du gros, ça délite facilement. Donc, l'évolution ne va pas être la même, hein, d'un secteur à l'autre. De la reine magnétique, ça va tout seul. Quand ces informations vont être connues, est-ce que la mairie souhaite diffuser largement, voire peut-être même refaire des informations de ce type? L'objectif, quand la cartographie sera faite, effectivement, ce sera d'informer. Hein. Oui. Maintenant, est-ce qu'elle sera sortie, à mon avis, elle ne sera pas faite avant la fin de la mandature, hein. Oui. Alors, le PLUIH est en révision là, depuis le début de l'année. Ça a commencé, je crois, janvier, février. Normalement, il devrait être voté pour les présidentielles. Ah oui. Logiquement, que ce soit lui ou le SCOT, enfin, la fameuse cartographie devrait intégrer ces documents d'urbanisme. Est-ce qu'ils auront le temps concrètement de le faire vu que la cartographie est encore commune? Ils vont vous prévenir quand ils seront prêts, j'imagine, à la mairie. Mais Guinan Aglo était d'accord, si on en fait la demande, de venir dans la présentation. Oui, ils viennent sur demande des communes. Ouais. Ils viennent, et puis, puis quand il va y avoir du grain à moudre. Oui. Enfin, là, il y en avait, hein, parce que monsieur, là, il m'a dit, on ne vient que quand c'est les communes, mais il m'a gardé quand même une demi-heure au téléphone pour m'expliquer tous ces soucis. Mais bon. Non, il y en a des choses à dire, mais... voilà, déjà, ça pose aussi des questions. Alors, on va se renseigner, hein, comment ça va être financé tout ça, comment est-ce qu'on relocalise les gens. Est-ce un an et demi de la fin de la mandature, je pense que ça sera intéressant de savoir ces choses-là. Des futurs candidats. Oui, aussi. Il faudra qu'ils saisissent un peu le dossier, il faudra chercher un peu dans les documents et s'y pencher. J'ai une question. Au tout début, on parlait de 80 maisons touchées à Saint-Jacques, si je ne dis pas de bêtises. Non, le chiffre de 80 maisons, c'est pas moi. Non, c'est moi qui l'ai parlé. Mais, attends, je vais finir. Je voudrais savoir, est-ce que ces 80 maisons ne seraient pas aussi en corrélation avec les maisons où, quand ils ont creusé des fondations, ils ont retrouvé des anneaux? Parce que s'ils ont retrouvé des anneaux, c'est que la mer était là, et qu'aujourd'hui, la mer reprend ses droits. Est-ce que c'est en corrélation ou il n'y a rien du tout Probablement, c'est le niveau bas de Saint-Jacques, de toute façon. Donc on a construit en fait un endroit où on n'aurait jamais dû construire au départ. Où là, les maisons sont sur pilotis, peut-être? C'est peut-être par là? Il y en a, mais très peu. En fait, c'est tout le bas de Biord. Tu n'as pas une massivité de maisons sur pilotis. Il y en a, mais non. Pas les plus récentes, parce qu'en fait, les autres, c'est des vieilles maisons. Toutes les anciennes des années 60, elles sont dures. Elles ne sont pas en route de Dinan, elles n'en ont pas.
Et de toute façon, maintenant, on ne peut plus construire. Toute cette zone, ce serait aujourd'hui, il n'y aurait aucune construction entre la SNCF et la sortie avant que ça remonte après la zone artisanale. Il n'y a que Marine, enfin l'architecte, qui a pu construire son. Oui, parce que c'est professionnel. À l'époque, avec l'accord du conseil, est passé outre l'avis du préfet parce que le préfet ne voulait pas même de ce bureau. Ils ont laissé passer parce qu'il n'y a pas de couchage, personne ne dort la nuit, c'est pas un habitat. Oui, c'est moins dangereux, les gens soient pris par surprise. Mais néanmoins, elle a quand même été obligée de faire des trucs. Ok. Bon, merci beaucoup, Roselyne. C'est vraiment gentil d'être investie dans cette présentation. Je connais le sujet, mais bon, pas complètement, j'ai lu pas mal d'informations aussi. Mais bon, si vous voulez m'appeler, m'écrire, poser des questions, je suis dispo, j'ai mon temps. Parfait. Merci beaucoup. Alors,